quelques petits mots d'introduction. Donc on est très content, très heureux d'organiser encore un dimanche de la mémoire. Comme vous avez pu le voir, je réexplique pour ceux qui ont l'habitude de venir, mais je réexplique à chaque fois parce que je pense que le concept mérite de se développer. Donc si vous avez envie de développer le concept dans vos communautés, chez vous à la maison ou ailleurs, n'importe où, ça vaut le coup. Il y a un concept qui vient d'Israël qui s'appelle Zikaron Basalon. C'est ce qu'on a essayé de reproduire ici. Zikaron qui veut dire la mémoire, Basalon dans le salon. C'est pour ça qu'on a mis quelques canapés. On n'avait pas assez de canapés pour que tout le monde puisse s'asseoir dans les canapes comme si on était dans un salon, dans une maison. Donc c'est ce qu'ils font en Israël. Ils reçoivent des survivants dans les salons. Quand ils ont lancé le concept, c'était au jour de Yom HaShoah. Et comme malheureusement les témoignages, les personnes disparaissent, donc il faut développer le plus possible les témoignages. Donc ils font toute l'année maintenant Zikaron Basalon. Et donc c'est pour ça qu'on a mis un peu comme ça. Donc vous participez à un Zikaron Basalon. Donc on est extrêmement ému. On reçoit Madame Revar, c'est comme ça qu'on prononce Revar Bertha, qui va témoigner pour la première fois. Donc elle a participé il y a quelques semaines à un dimanche de la mémoire, elle était venue avec sa fille et sa petite-fille, il me semble, écouter Madame Senot. C'était Esther Senot que vous étiez venu écouter? Non, c'était Monsieur Pulvermacher. Ouais. Oui. Donc on a appris qu'elle avait aussi une histoire à partager avec nous. Donc vraiment l'histoire des Juifs de Hongrie, qu'on va écouter maintenant je pense en partie, c'est une histoire très peu connue. Donc on entend souvent des témoignages sur les rescapés de Auschwitz. Vous savez pourquoi Auschwitz a pris le lead des rescapés? Parce que c'est de là qu'il y a le plus de survivants, puisque c'était le plus grand camp de concentration. Mais et les Juifs de Hongrie, les pauvres, on n'en parle pas beaucoup. Ils ont été exterminés à la fin à Birkenau, vers la fin de la guerre. Hitler s'est empressé de s'occuper des Juifs de Hongrie. Donc c'est très particulier d'écouter l'histoire des Juifs de Hongrie. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup de vous être déplacés et de prendre de votre temps. Si vous avez besoin de Bonsoir. Je vais d'abord me présenter. Donc je suis Marianne Reva. Mon nom de jeune fille est Martha, un nom hongrois. Je suis interprète de conférences. Évidemment, maintenant, je ne travaille plus au Parlement européen, mais je travaille encore pour des clients particuliers avec beaucoup de plaisir. Je voudrais vous demander d'être indulgent parce que le français est ma 4e langue, donc pardon pour toutes les fautes que je ferai. Et maintenant, je voudrais vous dire quelques mots sur la Hongrie, justement, si peu connue ou injustement connue à cause de M. Orban. Donc, vous partez par l'Est, vous traversez l'Allemagne, vous ne vous y arrêtez pas, et ensuite vous traversez l'Autriche, vous vous arrêtez un petit peu parce que le pays est très beau, et ensuite vous arrivez en Hongrie. Alors, la Hongrie est en Europe centrale et non pas en Europe de l'Est. La langue hongroise est absolument unique. Plus exactement, c'est une langue finno-ougrienne, donc personne ne la comprend. Ça n'est pas une langue slave, ça c'est très clair. Les Hongrois n'ont pas l'âme slave non plus, c'est très important. Et par ailleurs, il y a quelque chose, c'est une langue extraordinairement riche. La littérature, la musique, la danse, tout ce que vous pouvez imaginer sont tout à fait extraordinaires, et toute la littérature mondiale a été traduite vers le hongrois. Donc on connaît très bien toutes les œuvres. Dans l'autre sens, ça a commencé un peu plus récemment. Là, les Juifs hongrois ont largement contribué au développement du pays sur le plan scientifique, industriel, artistique, sportif. Il y a beaucoup de médaillés, justement, parmi les Juifs hongrois, avec des médailles d'or, médailles olympiques. Et pour un petit pays de à peine 10 millions d'habitants, 14 ou 15, c'est selon, de prix Nobel
dont 14, par hasard, sont des juifs. Maintenant, je voulais aussi vous dire que, après autant d'éloges, je voudrais ajouter que quand même, pour les gouvernements, les Hongrois ne sont pas très forts. L'exemple que je voulais vous donner est justement le précédent gouvernement israélien qui comportait 2 premiers ministres d'origine hongroise et une ministre de transport, je pense, également. Et quand même, ça n'a pas tellement bien marché. Dommage. Mais je voudrais ajouter, pour sauver un peu la Hongrie, qui a inventé Israël, au fait, qui l'a rêvé et qui l'a inventé. Ben voilà. Alors sa maison natale se trouve à côté de la grande synagogue à Budapest. Et donc il y a du mérite quand même. Et la grande synagogue de Budapest est la plus grande d'Europe et la 2e plus grande dans le monde, après une synagogue qui se trouve à New York. Bon, maintenant, je voulais vous dire encore quelque chose. Rapidement, il y a 2 tendances principales dans le judaïsme hongrois. Donc, d'une part, les orthodoxes, évidemment, et d'autre part, les néologues. Naturellement, il y a les chassidim et tout ça, mais je vais vous parler, au préalable, je voulais vous dire que je vais vous parler en tant qu'ancien enfant. C'est-à-dire que vous avez entendu M. Pulvermacher, il était au moins adolescent pendant la guerre. Vous avez entendu d'autres personnes qui étaient des adultes. Moi, j'étais toute petite et je vous raconterai uniquement, réellement, ce que j'ai vécu. Donc, vous pourrez imaginer que vous êtes des enfants hongrois et vous vivez cette expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut aussi dire qu'il y a très peu de témoins parce que les enfants déportés ne sont pas revenus. Donc 1,5 million, vous le savez, par Yad Vashem, et je peux vous assurer que dans ma famille, personne n'est revenu. Je voulais, tout à l'heure, je vous disais, orthodoxe. Alors là, la photo que vous voyez, je pense, derrière moi, représente mes grands-parents. Alors là, vous voyez le grand-père, professeur, très bon professeur d'ailleurs, dans un village. Même les aristocrates envoyaient leurs enfants dans cette école, qui était très connue comme enseignant. Et vous voyez ma grand-mère à côté. Alors, elle portait une perruque. Et eux, ils étaient absolument, totalement orthodoxes. Les 2 grandes filles que vous voyez étaient leurs filles aînées, puisqu'elles sont là. Vous voyez la plus grande, elle était romancière, et l'autre était enseignante. Elles n'ont pas survécu non plus. Mais heureusement, les grands-parents sont décédés juste avant la guerre, 39 et 40. Et je voulais vous dire aussi que c'est intéressant, ma grand-mère traduisait à la synagogue pour les femmes de l'hébreu en yiddish les prières pour que tout le monde puisse comprendre. Alors souvent on me pose la question, est-ce qu'on parle yiddish? Non, mais cette génération, oui. C'est-à-dire que mon grand-père était absolument bilingue en hongrois et allemand, parce qu'il était originaire du nord de la Hongrie, donc son diplôme était valable aussi bien pour une école allemande que pour une école hongroise. Mais à la maison, il parlait yiddish parfaitement bien. Et il a étudié chez 3 rabbins, et ensuite, évidemment, il avait des diplômes d'État. Je ne sais pas. Alors, je voudrais vous montrer rapidement mes parents. Alors là, ce n'est plus la même génération, évidemment. Et mes parents et ma famille, on était néologues. Et néologue, ça voulait dire que
naturellement, ont respecté la religion, à tous les points de vue, cacheroute, tout ce que vous voulez. Ils étaient parfaitement intégrés. Je n'aime pas le mot assimilation. On n'était pas assimilés, on était intégrés. Ils sont nés en Hongrie, c'était leur pays, c'était leur langue maternelle, qu'ils possédaient à la perfection, et ils étaient de religion juive, qu'ils respectaient totalement. Et là, je voulais vous dire simplement quelques mots maintenant en tant qu'enfant. Donc, nous habitions à Budapest, côté Bouddha. Bouddha, c'est à peu près rive gauche, si vous voulez. Et comme vous savez peut-être, la guerre était déjà en cours, et la guerre était terrible en France, en Pologne en particulier, mais la Hongrie étant des alliés de l'Allemagne, d'une certaine manière, on était tranquille. Maintenant, je sors de mon rôle d'enfant pour vous dire que le premier pays qui a voté des lois anti-juives était la Hongrie, 1920, et ces lois devenaient de plus en plus dures. Si vous avez des questions après, je vous en parlerai. Mais moi, à l'âge de 4 ans, surtout 3 ans, parce que 4 ans, c'était déjà compliqué, je ne ressentais absolument pas tout ça. J'imagine que mes parents me protégeaient suffisamment. J'avais aussi un frère. On allait à la synagogue, qui était belle, toute blanche, avec des vitraux magnifiques. Peut-être vous connaissez le nom du rabbin Benuszowski, un professeur. Il était grand rabbin de Hongrie, néologue, et sa sœur était docteur Ilona Benuszowski. Plus tard, elle était la directrice du musée juif en Hongrie, et elle était la maîtresse à la maternelle. Et on allait au jardin d'enfants chez elle, et tout était tranquille, si vous voulez. J'insiste là-dessus pour que vous sentiez le changement par la suite. Donc, j'étais la reine Esther, avec ma petite robe tricotée par ma mère. On allait à la synagogue, naturellement, à pied, avec mes petites chaussures blanches, pas de problème. On partait en vacances, on était confortable, on était bien nourris, tout allait bien. Sauf que, en 42, mon père était obligé de partir, et là, c'était le travail, un travail terrible, obligatoire, donc pas l'histoire de Georges Marchais dont vous vous souvenez. Là, c'était absolument pas par choix, c'était totalement obligatoire. Deux groupes de personnes devaient partir, soit à l'armée en Ukraine, soit pour faire des travaux de toutes sortes, de l'esclavage pur et simple, quelque part dans le pays. Donc, 1942, c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Il s'est penché sur mon petit lit à barreaux. C'est un souvenir qui me reste. Je ne vous raconte rien dont je ne me souviens pas personnellement. J'entends encore la parka. Il s'est penché comme ça pour m'embrasser, et il est parti. Sauf que, évidemment, la parka et les chaussures de ville, par moins 30 en Ukraine, pour tout ce qu'ils avaient à faire, creuser des tranchées, détecter des mines, marcher devant pour sauter avant les Hongrois. Bon, ça, nous en parlerons après. Donc, il n'est jamais revenu. Par la suite, les problèmes ont réellement commencé, même à mon niveau. Il a fallu qu'on quitte notre appartement pour aller dans une maison désignée. On appelle ça en hongrois des maisons à étoiles. Des maisons qui étaient marquées, et c'était le premier stade
de concentration. Si vous voulez, des camps de concentration, petit à petit, très très bien organisés. Eichmann trouvait que c'était formidable comme organisation. Les Allemands n'avaient presque rien à faire. Donc, cette maison était une grande villa, et là-dedans, on avait une pièce pour nous trois, ma mère, mon frère et moi. Mais nous sommes restés, ça c'était en juin 1944. Et là, il faut dire que l'idylle, si vous voulez, entre Hitler et Horthy, l'amiral Horthy, alors que la Hongrie n'avait plus de mer, donc l'amiral Horthy a commencé à se gâter parce que Hitler a compris qu'il ne pouvait pas entièrement faire confiance à Horthy, qui commençait à regarder un peu, avoir des velléités de rejoindre les Alliés. Il n'a rien fait, il n'a pas eu le temps. Donc la Hongrie était occupée le 19 mars 1944, donc tardivement, vous comprenez, mais ils se sont rattrapés après. Donc le 19 mars 1944. Et à partir de ce moment-là, donc en juin, nous avons dû tout simplement quitter la maison avec une valise, arriver dans cette petite maison désignée pour nous, et ensuite en octobre continuer, mais cette fois-ci, la maison était différente. On était une trentaine, énormément de monde, dans une seule pièce. Donc ça allait de plus en plus mal. Et de là, nous sommes partis, au bout de quelque temps, à pied, dans une briqueterie. Alors, donc, il a fallu marcher, et ça, vous connaissez, vous avez vu dans tous les films, toutes les photos, on marche au milieu de la chaussée, sur le trottoir, il y a des gens qui regardent, éventuellement qui se moquent. Je ne me souviens pas de ça, mais qui continuent et qui font leurs courses, qui se promènent et qui ne font pas vraiment attention à nous. Et j'imagine qu'ils ne se demandent même pas où nous allons. Nous, évidemment, nous ne savions pas. Et donc, en marchant comme ça, nous sommes arrivés à une certaine partie de Bouddha que ma mère connaissait bien. Et à un moment donné, la colonne s'est arrêtée et ma mère a rapidement dit quelque chose à mon frère et à moi. L'idée était de demander à aller aux toilettes parce que cet immeuble avait 2 entrées. Et donc, en entrant là, on pouvait ressortir à l'autre bout. Et l'idée était de courir chez une amie de ma mère, dont je vous parlerai plus tard. Et donc, on l'a fait. On est allé aux toilettes avec mon frère. Mais quand on est sorti, il y avait 2 gardes devant la porte. Donc, le plan a échoué. Et ensuite, nous avons continué à marcher. Et à un moment donné, je me suis éloignée, ça je m'en souviens, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis éloignée et un des gardes a braqué son fusil sur moi. Et ma mère, qui malheureusement n'avait peur de rien, s'est tournée à quelqu'un qui avait un air un peu plus intelligent et lui a dit « Mais vous n'avez pas honte de viser une petite de 5 ans? Qui êtes-vous » Il aurait pu la tuer. Il ne l'a pas tuée. Ils ont commencé une conversation et je me souviens, parce que je l'ai vu, j'ai entendu, imaginez-vous qu'ils ont fait la même école pour devenir institutrice, oui, instituteur. Une très bonne école à Eger. Donc, même quelqu'un, même un enseignant,
pouvait se comporter de cette façon-là. Et ma mère, une fois que ce contact a été établi, elle lui a dit, mais et si je sortais, si je me mettais à courir, vous ferez quoi? Je lui ai dit, mais vous sortez, je vous tue. Donc c'était simple. On est arrivé dans une école, c'était, je pense, une école maternelle. Il n'y avait rien de prévu et on a dormi par terre. Tout ce temps-là, on n'a rien mangé du tout. On a dormi par terre et je sais, et je m'en souviens, que ma mère discutait encore avec cet instituteur et lui, il m'a mis une couverture. Donc, je vous dis tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'on pouvait être à la fois monstrueux et peut-être avoir un peu d'humanité quand même. Et nous sommes arrivés après, nous avons continué et nous sommes arrivés dans une briqueterie. Très souvent, les camps de concentration en Hongrie étaient dans les briqueteries. Parce qu'une briqueterie, c'est très grand, c'est entouré de murs, mais en même temps complètement ouvert. Donc, si vous voulez, il n'y avait rien. Absolument rien, ni pour dormir, ni pour rien de rien. Je me souviens là aussi, mais là c'était quelqu'un de juif qui m'a donné un coussin. Et donc sinon on dormait par terre, on attendait pour voir. Ma tante est tombée malade et ma mère, très débrouillarde, elle a construit une sorte de petit chauffage. Et elle lui a préparé le thé avec les briques qu'elle a allumées en dessous. Je ne sais pas trop, il y avait beaucoup de fumée, ça je sais. Et après, donc, il a fallu continuer le lendemain. Et je ne sais pas trop pourquoi, ils ont changé d'avis. Et au lieu de nous emmener toujours dans la même direction, ils nous ont ramenés à Óbuda. Budapest est composé de 3 villes, Buda, Pest et Óbuda. À Óbuda, où il y avait également une briqueterie. Mais là, ce dont je me souviens, c'est que nous avons été transportés, cette fois-ci, par des camions, mais des camions ouverts, c'est-à-dire le plateau complètement ouvert, et j'avais terriblement peur. Vraiment très très peur parce que ça se secouait, j'étais sûre de tomber. Ils m'ont monté dedans parce que évidemment je ne pouvais pas monter. Et là aussi j'ai fait tomber ma poupée. Et quelqu'un, un des gardes, je ne sais pas, l'a ramassée et me l'a donnée. Et ensuite donc, nous sommes arrivés dans cette deuxième briqueterie. Et une fois de plus, c'était un peu la même chose, sauf que ma mère était enfermée séparément. Après, elle nous a dit qu'elle était dans le four, mais four éteint, ce qui fait qu'il faisait encore un peu chaud. Il y avait un toit, mais pas tout à fait continu. Donc, il y avait d'une part la pluie et d'autre part tout à fait autre chose qui tombait sur eux. Donc le lendemain, ils nous ont alignés, ils ont formé une colonne énorme, tout le monde, j'imagine que c'était 5 par 5, comme d'habitude, mais ça je ne pouvais pas savoir. Et ensuite, donc ma mère n'était pas là, il y avait mon frère, moi, et ma tante, la sœur de ma mère, et ils ont commencé à crier, tout le monde dans cette colonne, tout le monde, ça va partir, et tout ça, les gens avaient absolument désespéré. Ceux qui étaient dans cette colonne, il y a quelqu'un qui a donné une boîte avec quelques morceaux de sucre à mon frère, il y en avait qui jetaient leurs couvertures, leurs affaires. Je pense qu'eux, ils avaient une idée de ce qui les attendait. Nous,
Non. Donc on devait se mettre aussi dans cette colonne. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a commencé à crier. Ceux qui ont des documents suisses, portugais ou suédois doivent rejoindre un petit groupe qui se trouvait un peu sur le côté. Et sur le côté, effectivement, il y avait un petit groupe de civils. Et mon frère, qui a entendu suédois, il s'est rappelé que ma mère avait cousu notre sauf-conduit, ça s'appelle un Schutzpass. La photo qui est dans la Schutzpass est comme ça. Donc là vous voyez l'âge que nous avions. Ouais. Donc, malheureusement, je n'ai pas retrouvé, je l'ai soigneusement gardé, mais tellement soigneusement que je n'ai pas retrouvé en partant. Je vous l'enverrai, le Schutzpass. Et donc, mon frère a dit à ma tante, il faut déchirer la doublure de mon manteau. J'ai le Schutzpass. Et il l'a sorti, et il est allé vers ce groupe. Ça aurait pu être n'importe qui, et on aurait pu lui faire n'importe quoi, effectivement, mais c'était certainement Wallenberg. Bon, qui faisait partie de ce groupe. Et on nous a mis dans un tout petit groupe qui a été ensuite ramené à Budapest. Et par miracle, ma mère est revenue, elle était déjà dans l'autre colonne. On lui a fait signe, elle nous a rejoints, et dans la confusion, on ne nous a pas recompté. Donc, les 4, nous sommes repartis à Budapest, et les autres, certainement, vers Auschwitz. En arrivant à Budapest, cette fois-ci même en bateau, je ne sais pas pourquoi, mais c'était un bateau sur le Danube. On nous a emmenés et c'était une maison, un grand immeuble protégé par la couronne suédoise. Donc sur la porte, il était marqué, cet immeuble est sous protection suédoise, donc interdiction d'entrée. Voilà, en allemand et en hongrois. Et là, nous avions, pas tout de suite, mais à un moment donné, nous avons une chambre à nous. Et là, nous avons reçu du thé, parce qu'il faisait... Il faut dire que l'hiver 44 était extrêmement froid, extrêmement froid. Et donc, nous étions installés là-bas, mais comme je vous ai dit, c'était déjà en décembre, et ma mère étant, je ne devrais pas dire téméraire, mais elle était extrêmement courageuse, et elle s'était dit, bon, mais c'est bientôt Hanouka, il faut qu'aux orphelins, il y avait des orphelins, parce qu'il y avait des réfugiés de Pologne et d'autres pays qui étaient parmi nous. Pour ces orphelins, moi, je dois faire une petite fête de Hanouka. Donc, elle a collecté des jouets dans l'immeuble qui peuvent nous donner quelque chose et tout ça. Et elle est sortie de cette maison protégée pour acheter de l'ovomaltine parce qu'elle voulait en préparer pour les enfants. Elle a été attrapée, mais par miracle, et ils l'ont relâchée. Et moi, j'étais là, absolument bêtement, je regardais les jouets, et puis les préparatifs et tout ça, et je me disais, mais ça doit être chouette d'être orphelin, parce que regardez tous les cadeaux, tout ce qu'on vous donne et tout ça. Bon, j'ai appris un peu de temps après que c'était pas si chouette que ça. Donc, nous avons vécu là-bas quelque temps encore, et il n'y avait plus de nourriture parce qu'on ne pouvait pas sortir.
il a fallu nourrir quand même les gens qui étaient là-dedans. Donc, il y a eu une annonce qu'il fallait des volontaires pour sortir, pour rapporter la nourriture, principalement du pain. Qui s'est porté volontaire? C'était ma mère, avec 2 petits-enfants. Bon, on était avec ma tante et quelques jeunes filles qui l'ont accompagnée, mais il faut vous dire que la période entre l'occupation de la Hongrie par les Allemands et la libération de Budapest ou la fin de la guerre était relativement courte. Mais c'était absolument terrifiant. Terrifiant. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'en écoutant M. Pulvermacher, l'autre jour, je me suis dit, il faut que je parle, parce que c'était pas comme ça. On ne montait pas sur son vélo pour aller en zone libre. Non, il n'y avait pas de zone libre. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de vélo non plus. Il a fallu tout donner. Donc, ma mère est sortie. Elle n'est jamais revenue. Il y a eu des témoins oculaires qui sont venus. C'était le numéro 4, Pojoniut, où nous étions. Et je me souviens du palier où je me tenais quand ils ont annoncé qu'ils ont tous été abattus sur les berges du Danube. Quand vous irez en Budapest, vous verrez les chaussures qui vous rappellent ça, à peu près 20 000 personnes. Il y avait notre tante. Personne n'a fait attention à moi d'ailleurs. J'ai entendu ça, je n'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré toute ma vie après. Et bon, peu de temps après, ça ne leur a pas suffi. Ça ne leur a pas suffi. Et donc les Croix Fléchées ont décidé finalement de faire irruption dans ces maisons protégées qui ne l'étaient plus. Il a fallu donc quitter ces maisons pour aller dans le ghetto. Et là, je me souviens, parce que ça n'arrive pas souvent, ce genre d'incident, ma tante était totalement désespérée après la perte de sa sœur, et ne sachant pas quel était le sort de son fils unique et du reste de sa famille. Donc, quand ils sont venus, et c'était un couloir un peu suspendu, comme dans ces immeubles à Budapest, un couloir circulaire, on était à la porte, et ma tante a dit à cette... c'était pas les soldats, lui a dit, écoutez, tuez-nous maintenant. Et je me souviens, j'étais devant lui, comme ça, évidemment, on regarde, on est petit, et le fusil est comme ça, je ne ressentais aucune peur, et j'avais cette impression que c'était vraiment la chose à faire, finissons-en. Et il ne l'a pas fait, Donc, on est parti très très rapidement, et absolument sans rien. J'avais ma poupée, j'avais un thermos que j'ai fait tomber parce qu'il faisait tellement froid que mes doigts ne bougeaient plus. Et il a fallu partir tellement rapidement que je n'ai pas eu le temps de vraiment lasser mes chaussures. Et donc, de temps en temps, je marchais dans la neige. Ça c'était terrible. Et nous sommes arrivés comme ça dans le ghetto. Et vous ne pouvez pas imaginer le monde qu'il y avait, 80 000 personnes d'ailleurs. Il n'y avait absolument pas où dormir, sur quoi dormir. À un moment donné, je sais que mon frère et moi, on était sur une grande table. À un autre moment, on était dans le couloir, mais juste devant les toilettes. Vous pouvez imaginer. Et ceux qui étaient rentrés, parce qu'à partir d'octobre,
il a fallu aller au ghetto. Nous ne l'avons pas fait parce que nous étions dans cet immeuble suédois, mais ceux qui sont arrivés en octobre, mettons un peu tranquillement, ils ont pu apporter la nourriture avec eux, mais nous n'avions rien. Donc, on était les seuls, avec ma tante et moi, à sortir pour aller. Il y avait une espèce de cuisine, comme une soupe populaire, ou je ne sais pas trop, dans le ghetto, près de Klaus Arter, qui est le cœur du ghetto et du quartier juif de Budapest. Et on portait une grosse marmite pour aller chercher une espèce de soupe de pois cassés. J'en ai jamais mangé depuis. Soupe de pois cassés, toujours brûlée. Ça sentait mauvais, mais c'était quand même de la nourriture. Et les balles qui tombaient, qui faisaient des petits cercles comme ça. Mais ça ne faisait rien. C'est-à-dire que vous marchez, vous devez y aller, vous devez le porter parce que les autres ne sentent pas, ils ont trop peur. Il fallait nourrir les gens. Et ma tante me couvrait tout le temps les yeux parce que la place était jonchée de cadavres, de personnes n'étaient pas du tout enterrées, il faisait très froid. Donc gelé. Et de chevaux également, que naturellement je voyais avant elle. Donc c'était pas la peine de me couvrir les yeux. Et donc on a marché comme ça. Je voulais vous dire aussi que je ne sais pas du tout si on pouvait se nettoyer. Ça, je ne m'en souviens pas. Et naturellement, on avait des poux dans les cheveux, dans les vêtements. Je reviendrai tout à l'heure. Et c'était vraiment, vraiment infernal. Et un beau jour, le ghetto a été libéré, et je dis bien libéré. Auschwitz n'a pas été libéré, mais le ghetto a été libéré par les Russes. Alors, les Russes sont arrivés, c'était tôt le matin, avec une énorme marmite de soupe, qui n'était pas une soupe de pois cassés, c'était quelque chose avec du riz dedans, et naturellement, il n'y avait pas d'assiette, il n'y avait rien. Il y avait des gens affamés qui sont venus très très vite autour d'eux, autour de cette marmite, et ils prenaient une grosse louche et ils nous donnaient comme ça à tour de rôle. C'est vraiment, bon, j'avais pas encore 6 ans, mais je me souviens, je ne l'invente pas, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vécu. Et par la suite, on m'a toujours dit que quoi qu'on dise ou quoi qu'on pense des soviétiques, après il y a eu Staline et tout ça, et là le socialisme à Budapest, on ne doit jamais oublier qu'ils nous ont sauvé la vie. Parce qu'il n'y avait plus moyen. Pourquoi on est resté encore en vie? Il y avait à peu près 20 000 morts de faim et de maladie, mais il restait encore à peu près 50 000 personnes dans le ghetto. Il n'y avait plus de train pour nous transporter à Auschwitz. Il n'y avait plus le temps non plus parce que les Russes avaient encerclé la ville. Donc, de toute façon, les Allemands étaient tranquilles parce qu'il y avait des mines pour faire sauter le ghetto, mais ils n'ont pas eu le temps non plus. Donc, les Russes ont cassé les murs. Il y avait réellement des murs, hautes murs en bois, autour du ghetto. Et normalement, on pouvait sortir. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Les gens étaient complètement abasourdis, maigres, malades, désabusés. Ma tante, de toute façon, ne descendait plus jamais. On ne descendait plus jamais à l'abri
pendant les bombardements, parce que pourquoi faire? Et entre parenthèses, ça lui permettait éventuellement de piquer une pomme de terre pour moi, parce que évidemment il y avait des gens qui en avaient et nous on n'avait rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait pas de pont, les ponts avaient été démolis sur le Danube, donc pour traverser de Pest à Bouda, c'était pas possible. Donc nous sommes restés dans cette pièce et qui était un tout petit peu chauffée, et ça c'est encore des souvenirs absolument réels. Il y avait un gros poêle en faïence entre les deux pièces. Il y avait dans le mur, il y avait une coupure comme ça, et le poêle en faïence était là. Et donc ça veut dire que normalement ça appartenait à la pièce à côté, mais on bénéficiait un peu de cette chaleur. Moyennant quoi, les gens qui habitaient dans l'autre pièce exigeaient que ma tante fasse la cuisine pour eux. Et donc, un des souvenirs absolument ahurissants de cette époque était qu'ils lui ont demandé de faire des crêpes, parce que eux, ils achetaient de la farine contre l'or. Et donc, elle était là en train de faire des crêpes, et nous, avec mon frère, évidemment, à côté. Et elle ne pouvait pas ne pas nous donner une crêpe, c'est évident. Mais ils sont revenus, ils l'ont remarqué, ils l'ont pourchassé partout dans l'appartement en tapant avec un bâton, comment tu as osé, comment tu nous as volé et tout ça. J'ai trouvé terrible. Parce que l'injustice, pour les enfants, je pense, on en garde un souvenir pour toute la vie. Et ensuite comme de toute façon, à part ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à faire. Donc, ma tante a appris qu'il y avait la possibilité d'aller à la Croix-Rouge. Là, on nous donnerait à manger. Et je vais arrêter parce que je vois que c'est très très long. Excusez-moi. Donc, mais pour aller se présenter à la Croix-Rouge, on ne pouvait pas y aller avec l'époux. Donc, vous ne savez pas, on met un journal, papier journal, sur la table, on se penche en avant et avec un peigne très fin, on coiffe comme ça les cheveux. Il y a l'époux qui tombe sur le journal qu'on écrase avec l'ongle. Et c'est ce que ma tante faisait pour nous nettoyer un peu, pour qu'on soit présentable. Après, il faut enlever les landes, les œufs qui collent aux cheveux. Ça fait mal, ça tire. Et puis, elle nous a dit de ne pas faire comme ça tout le temps, parce que, évidemment, ça grattait aussi dans les vêtements. La seule chose qu'elle a pu trouver était d'utiliser un fer à repasser. On ne pouvait pas faire la lessive, mais avec un fer à repasser, elle imaginait qu'elle pouvait tuer l'époux. Alors on est allé avec mon frère, arrivé devant la porte, on s'est regardé, on s'était dit non, on n'y va pas. On a bien fait parce que les gens de la Croix-Rouge ont abandonné les enfants au pire moment. Je pourrais vous en parler après. Donc, mais il y avait une autre proposition, c'était d'aller dans une colonie organisée par la Croix-Rouge, mais en réalité, on a appris que c'était une colonie sioniste déguisée en colonie de Croix-Rouge. Et avec l'idée que là-bas, on pourrait nous nourrir bien. Et déjà dans le train, on nous a donné un petit pain comme ça, coupé en deux. C'était mon rêve d'avoir comme ça un petit pain avec du beurre. Bon. Et en arrivant là-bas, finalement, on n'était pas tellement bien nourris. Ma tante s'est organisée avec une paysanne. C'était dans le sud-est de la Hongrie, à Szeged, pour
qu'elle vienne nous apporter des gâteaux ou quelque chose de bon à manger, ce qu'elle a fait, effectivement. Elle a apporté, je m'en souviens, des très bons gâteaux au fromage blanc, sauf que totalement affamée. Je pense qu'on n'était pas capable. Mon frère est tombé malade, il a eu la jaunisse et il était hospitalisé sur place. Il y avait une sorte de dispensaire et donc ils l'ont mis là-bas et moi j'allais le voir tous les jours. Alors lui il était au régime strict, mais moi je recevais les gâteaux, donc il y a eu l'échange de bons procédés. J'apportais les gâteaux qu'il ne devait pas manger et il me donnait la nourriture de régime. Donc il ne guérissait pas, mais et en même temps, j'étais très malheureuse, d'une part parce qu'on n'était pas ensemble, et d'autre part parce qu'on ne voulait pas jouer avec moi. Pourquoi on ne voulait pas jouer avec moi? Parce que je venais d'arriver, et malgré le peigne fin, et le journal, et tout le bazar, il a fallu me tondre la tête, donc j'avais plus de cheveux, je ne devais pas être très jolie à voir. Et mon frère, complètement maigre comme un clou, est venu à la fenêtre et il a dit « Montre-moi celui qui ne veut pas jouer avec toi. » Bon, c'était pas la peine. Et après, une des tantes qui a survécu est venue chercher mon frère et ils sont partis dans notre ancien appartement. Et par la suite, on m'a emmené, l'autre tante m'a emmené dans la ville dont mes parents sont, ma mère était originaire. Et alors là, évidemment, j'avais aucun vêtement. On m'a dit de ramasser mes affaires. J'ai dit quoi? J'avais une seule robe rouge à pois, rien d'autre, donc c'était facile. Et puis, elle a couru chez la voisine parce qu'elle venait de vendre une jupe. Elle a récupéré, elle m'en a fait une robe, elle m'a mis du pétrole sur la tête, ça vous fait des cloques après, mais ça tue quand même les poux. Et donc la vie a changé. Là, il y avait de la nourriture. Et alors, je voulais vous dire quelque chose qui me paraît très important. C'est la vie qui a recommencé, si vous voulez, mais sans savoir, sans encore connaître réellement les pertes. Les déportations ont eu lieu par zone. Il y a eu 5 zones différentes autour de Budapest. Et c'est ces gens-là qui étaient déportés, donc toute ma famille. On ne le savait pas. Et il y a une lettre que je ne vais pas vous lire, mais une lettre que nous appelons la lettre SOS. C'est une tante qui l'a écrite, probablement à la dernière minute, dans ce ghetto de Gönüllü, et qui dit « Sauvez-nous ». Elle écrit à ma mère, mais cette lettre, nous ne l'avons jamais reçue. Et elle décrit la situation, mes grands-parents, 74 ans, mon grand-père qu'ils ont sorti de l'hôpital, il était cardiaque, bon, et des petits-enfants. Je vais vous montrer cette photo. Ça devait être la dernière fois où la famille a pu se réunir. Et là, vous reconnaissez peut-être quelqu'un au premier rang, là. Et vous pouvez peut-être reconnaître mon frère et ma mère. Bon, il ne restait personne. La petite photo dans le coin, c'est une tante qui est partie en Argentine, encore jeune fille, dans les années 30, et qui a appris en un jour par la Croix-Rouge
en 1946 qu'elle n'avait plus personne. Dans la famille de ma mère, ils étaient 5, donc mariés avec des enfants. Et dans la famille de mon grand-père, ils étaient 7. Et à côté de moi, là, il y a les 2 petites cousines, par exemple. Et quand j'entends parler des enfants cachés, ben, personne ne nous a cachés. Elles étaient blondes, aux yeux bleus, 2 petites filles. Pourquoi ne pas les cacher? Ah non. Donc, c'est d'elle que ma tante parle, la tante qui se trouve ici. C'est elle qui demandait, c'est elle qui criait, hurlait, elle dit dans la lettre, SOS, sauvez-nous. On n'a pas pu les sauver. Et donc, ensuite, je voulais vous dire encore que quelque chose, dans cette ville, dans cette petite ville qui s'appelle Dieudieuche, avant la guerre, il y avait 3 synagogues. 3 synagogues. La plus grande, la plus belle, a été construite au début des années 30. Et il n'y avait personne. Pour réunir le minyan dans cette synagogue, il a fallu chercher, ils ont couru. J'avais un oncle, et il y avait un monsieur qui s'est converti avant la guerre, et à qui on a demandé de revenir. Il est revenu. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est aussi quelque chose dont je me souviens très bien, c'est ma tante, par exemple, qui avait perdu toute sa famille et son fils unique, ses parents, ses frères, ses sœurs. Elle a repassé les nappes brodées, elle a préparé les gâteaux pour les fêtes, elle a invité les gens qui sont revenus d'Auschwitz-Birkenau seuls, sans leur famille. Elle vidait la maison elle mettait les meubles dans la cour pour bien laver par terre avant Pessah. À la synagogue était décorée pour des fêtes, décorée avec des branches, décorée avec des fleurs. Je me souviens par exemple, des kippours là-bas. Et là, je vous demande quelque chose, excusez-moi. Les femmes pleuraient. C'est-à-dire, pour moi, aller à la synagogue, ça voulait dire être extrêmement triste. Donc, s'il vous plaît, sur Facebook, ne vous moquez pas des Ashkénazes, parce qu'il y avait de quoi être triste. Je n'aime pas lire ces blagues. Donc, ce qui est important dans ce que je vous dis maintenant, c'est cette capacité. On ne connaissait pas encore le terme résilience. D'où avait-elle la force de continuer la tradition? Et c'est ce que je fais aussi. D'où puisait-elle la force de préparer comme il fallait les ralottes, d'allumer les bougies, d'avoir une belle maison bien propre pour les fêtes? Bon, par la suite, l'école. Alors, je voulais vous dire, ça c'est mon expérience personnelle, très amère de cette époque, parce que quand on parle à l'enfant, l'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme? J'ai commencé l'école, et donc on était dans la cour, l'école primaire évidemment, première année. J'étais absolument nulle. À la colonie sioniste, je ne pouvais rien apprendre. Ils ont essayé de apprendre à lire, à écrire. Je ne pouvais pas. Les chants, oui. Et là aussi, bon, j'étais pas bonne. Mais au début, et on faisait une ronde dans la cour avec une petite fille au milieu, et on devait comme ça chanter. Et je tendais la main à une petite fille qui m'a dit « Je ne touche pas la main d'une juive ».
Alors, essayez, j'ai encore l'impression d'avoir maman en l'air comme ça, toute la vie. Bon, j'ai raconté ça à la maison, ma tante a couru chez le rabbin Jungreis. Le rabbin Jungreis, il était très maigre, très pâle, et on était 3 enfants. Imaginez une ville avec 3 synagogues avant et 3 enfants qui restent en vie. Mais c'était le Talmud Torah. Et aussi, dans la même cour, je devais aller avec les poulets chez le Chorette et tout ça. Et on a fait Zei Kaparati, on a tout fait. Donc, ça c'était très dur. Mais dans une autre école, et dans une autre vie, et dans une autre ville, j'ai le contre-exemple, si vous voulez. On m'a inscrite donc dans cette école où la maîtresse était juive et ma tante m'a accompagnée et la maîtresse a regardé dans la classe et elle a dit où est-ce qu'on va mettre la petite nouvelle? Et une petite fille qui se lève et qui dit naturellement à côté de moi, naturellement à côté d'elle. Je l'avais vue à la synagogue, je savais que par la suite qu'elle avait été déportée à Bergen-Belsen où elle a perdu sa mère et elle était très très malade et elle a été soignée en Suède et elle est revenue, mais naturellement c'était à côté d'elle, elle est devenue ma meilleure amie. Je pense que je vais arrêter là parce que je vois qu'il est 8 heures, j'ai beaucoup trop parlé et de toute façon je n'ai pas de... J'attends vos questions, s'il vous plaît. Je n'ai pas de conclusion à vous proposer, parce qu'il n'y en a pas. Je pense que pour moi, la Shoah, c'est la permanence de l'absence. C'est pour la vie. Maintenant, votre présence ici, c'est l'espoir.